Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Un mouvement de panique a failli tourner au pire ce matin au lycée de Nkwaban. C'est une banlieue de la ville de Yaoundé. Une centaine d'élèves ont été blessés dans la bousculade qui a suivi un contrôle de routine des cahiers de discipline dans cet établissement. Cet incident a suscité la descente sur le terrain du préfet du département de la Mefou et Afamba. Les leaders politiques sont contre le court séjour privé du président de la République en Europe. Ceux-ci jugent inopportun ce voyage de Paul Biya au moment où, disait-il, le Cameroun fait face aux attaques de Boko Haram à l'extrême nord du pays. Enfin, les femmes réclament la mise sur pied du code de la famille dans notre pays, un code qui, d'après elles, viendrait revoir les injustices contenues notamment dans le droit successoral. Une revendication qui intervient 5 jours seulement avant la journée internationale qui leur est consacrée chaque année. Une célébration qui a pour thème cette année mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing au Cameroun, perspective et bilan. Le thème, nous y reviendrons sur ce thème dans la deuxième partie de ce journal. A tout de suite. Parlons en ouverture de cette édition d'information de ce mouvement d'humeur survenu ce matin au lycée de Nkwaban. C'est une banlieue de la ville de Yaoundé où un mouvement en contrôle de routine, dit-on, des cahiers des disciplines a failli tourner au pire. Le bilan fait état de plus d'une centaine d'élèves qui ont été blessés. Un bilan dressé par le préfet du département de la Mefou Afamba qui a effectué une descente sur le terrain. Plus de précisions avec nos reporters Élisée Mbogba et Marcelin Ganso. Des cargos, des véhicules personnels et ceux des sapeurs-pompiers sont mis à contribution. À l'intérieur de ces véhicules se trouvent des dizaines d'élèves dont la plupart sont en état d'inconscience. Ce sont les victimes de la bousculade survenue ce mardi aux environs de 8 h au lycée de Nkwaban. Parmi ces victimes, le jeune Kola Tadjo, élève inscrit en classe de 4e A2. Nous le retrouvons en début d'après-midi dans un centre de santé situé non loin de son établissement. Il est le seul encore retenu sur la dizaine de cas enregistrés ici, les autres étant retournés à leur domicile. Je suis arrivé à l'école le matin, on m'a renvoyé pour le cahier de discipline. Quand je suis allé acheter le cahier, quand il revient, on a d'abord refusé que les élèves n'entrent pas. Après, on a ouvert grandement le portail. Les élèves sont entrés tous en même temps. Après, maintenant, on m'a bousculé, je suis tombé. On m'a mis le pied ici à la nuque. Mais c'est un peu mieux puisqu'on m'a déjà donné les médicaments ici. Un témoignage qui colle avec les images captées en cette matinée plutôt agitée. Tout est allé très vite, tel que le raconte le proviseur, elle-même sous le choc. Je leur ai dit au rassemblement hier qu'on va donc mettre l'accent sur le cahier de discipline parce qu'il est hors de question que quelqu'un entre à l'établissement à 8 h. Et à 8h30, il veut déjà ressortir, sans raison. C'est comme ça donc qu'on a commencé la fuite le matin. Un véhicule voulait entrer, l'autre voulait sortir et il y avait beaucoup d'enfants. Donc, comme on a voulu ouvrir le portail, ils ont bousculé et en bousculant, certains sont tombés. Et il était 8 h, peut-être 5 ou 10. Des témoins parlent des dizaines d'enfants transportés d'urgence dans différentes formations hospitalières de la capitale. D'autres sources disent sans précision qu'il y a eu des morts. Non, retorque le préfet du département de la Mefou et Afamba, qui dit avoir fait le tour de tous les hôpitaux ayant accueilli les victimes avant de tenir une réunion de crise au sein de l'établissement. Il n'y a heureusement eu aucun mort. Après avoir régulé la circulation, nous sommes allés visiter l'ensemble des hôpitaux où les enfants étaient internés. Après actualisation des chiffres, nous avons une centaine d'élèves qui ont été bousculés. Pour la plupart des filles, parce qu'elles sont les plus fragiles. Il n'y a que quelques garçons. Tous les médecins sont formels. Il n'y a pas de risque pour leur vie. J'ai salué tout le monde, tous ces enfants-là à l'hôpital, et nous avons conversé. Ça veut dire que personne d'entre eux n'est dans le coma. Et les médecins nous disent que à l'hôpital des sapeurs-pompiers, après leur perfusion, le soir, certains vont rentrer dans leur famille. Certains sont même déjà rentrés. Donc, la plupart vont rentrer dans leur famille ce soir. À l'hôpital central, le directeur dit qu'ils sont déjà hors de danger. Il va les observer encore jusqu'à demain matin.
et que demain matin, plus tard, ils vont rentrer dans leur famille. Lorsque nous quittions l'établissement, le calme était revenu, mais les salles de classe qui ont été vandalisées étaient vides. Policiers et gendarmes ont été postés à divers endroits avec l'instruction d'y passer la nuit afin de veiller au grain, au cas où. Au sortir de la réunion de crise présidée par le préfet du département de la Mofoué-Afamba, une question brûle les esprits. Les cours reprendront-ils mercredi? Oui, dit le préfet. En tout cas, un dispositif sécuritaire a été laissé sur place pour s'assurer que tout se déroule dans de bonnes conditions. Ici, le lycée de Kouaban, Élisée Borba, Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Eh bien, la question de discipline est donc au cœur de ce mouvement qui a failli tourner au pire au lycée de Kouaban. Selon les responsables et même les parents de cet établissement, plusieurs délinquants se sont infiltrés parmi les élèves réguliers, des délinquants qui ont d'ailleurs tout saccagé sur leur passage, comme on peut d'ailleurs s'en rendre compte dans ce reportage une fois de plus d'Élisée Mbogba et Marcelin Gansop. Le lycée de Kouaban serait-il devenu un repère de voyous déguisés en élèves? Les responsables de l'établissement et certains parents le croient fermement. Les actes de délinquance perpétrés ce mardi relèvent de l'inédit dans le milieu scolaire. Tableaux enlevés, portes et fenêtres, ou ce qui en tient lieu, éventrés, bureaux des censeurs et surveillants généraux saccagés. La liste des destructions est loin d'être exhaustive. Le lycée de Kouaban affiche un visage pas du tout réluisant. Ce trou laisse penser que c'est ici que des élèves délinquants prenaient quelques libertés en esquivant les cours. Mais il n'est pas exclu que quelques délinquants également soient partis des quartiers et soient passés par ce même trou pour commettre des gaffes à l'intérieur du lycée. Ce parent est dépassé par les échos négatifs qui proviennent de cet établissement où sont inscrits 2 de ses enfants. Parce que moi, en étant parent, j'ai un élève qui a été renvoyé l'année passée pour comportement pas sérieux. Il fricotait avec des gars qui fument de la drogue, il jouait aux cartes et il a été renvoyé. J'en ai encore 2 ici. 2 filles. J'ai eu dire qu'il y a des films porno qui circulaient au lycée. Je crois que je suis en position d'une de ces bandes tournées par les élèves du lycée dans leur domicile. Ils viennent vendre ça à leurs camarades, ils se font plaisir avec. Et les dirigeants l'ont su un moment, ils étaient en train de mener des enquêtes pour pouvoir gérer cette histoire. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle tout a dégénéré. Et c'est pour ramener les élèves à de meilleurs sentiments et restaurer la discipline au sein de l'établissement que le proviseur et son staff ont instauré le cahier des disciplines. Malheureusement, peu d'élèves, sur les plus de 3000 que compte le lycée, épousent cette nouvelle donne. Quand ils n'ont pas de cahier, s'ils veulent sortir, on leur demande de rester parce qu'ils sont informés qu'il y a un cahier et ils n'ont pas de cahier, on leur demande de rester là. Donc c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de foncer le portail. Il y a un bâtiment là-bas, ils ont même cassé un mur. Là-bas, ils entrent, ils sortent comme ils veulent. Parce qu'ici, nous avons des élèves que nous ne maîtrisons pas. Nous avons beaucoup d'élèves clandestins. Nous avons les élèves des intrus même qui se retrouvent ici. Le contrôle instauré ce mardi aurait donc servi de prétexte aux élèves récalcitrants, dont certains étaient attendus de pied ferme au conseil de discipline, programmé ce même mardi à 10 h. D'ailleurs, en dehors des salles de classe, les casseurs ont ciblé les bureaux des surveillants généraux et des censeurs, là où sont justement traités et conservés les dossiers disciplinaires des élèves. Ce qui, d'après les responsables de l'établissement, n'est pas un choix fait au hasard. Parlons à présent de cet autre mouvement d'humeur, cette fois moins violent, du côté de Yaoundé, un mouvement observé depuis ce matin par des membres du syndicat de défense des droits des consommateurs, des technologies de l'information et de la consommation. Ceux-ci font grève devant le siège de l'ART. Ils s'insurgent contre des tracasseries téléphoniques dont sont victimes les populations. Le reportage d'Emmanuel Diop et Yannick Mbazoa. Les dénonciations du genre sont épidémiques dans le triangle national. Des publicités des entreprises à travers le téléphone, les campagnes promotionnelles tarifaires conditionnées et mensongères, la liste des revendications est loin d'être exhaustive. Parfois, tu attends un message vraiment important, ton téléphone vibre ou alors il y a une notification, tu cours, prends ton téléphone, on te dit tapez tel code, vous allez gagner à tel... Et bon, moi je n'apprécie pas, vraiment. Est-ce que vous êtes content quand vous payez le téléphone, vous payez le crédit de 1000 francs? Vous ne consommez même pas les 1000 francs et on vous dit que le crédit est fini, c'est pas normal. S'y ajoute
la brouille permanente et le manque de réseaux à travers le territoire national. Même parfois dans la capitale même où nous sommes, capitale politique où nous sommes, il arrive des endroits où il n'y a pas de réseau. Face à ces multiples plaintes, le Groupement national de défense des droits des consommateurs et l'association 12 millions de consommateurs observent une grève de la faim. Nous avons par exemple le service Fonton pour Orange où on débite 99 francs par abonné par mois. Et pour MTN, c'est MTN Zik où on vous débite 150 francs par mois. Les grévistes dénoncent aussi la mauvaise gestion par l'Agence de régulation des télécommunications des campagnes de répression des fraudes. Même au niveau des sanctions, elles ne sont pas appliquées jusqu'au bout. Il y a de la corruption, le laxisme, et c'est pour cela que les opérateurs font n'importe quoi. L'objectif de la grève est d'amener les opérateurs à améliorer la qualité des produits et services. Qu'on crée une plateforme d'échange entre les opérateurs, l'administration et le régulateur et les consommateurs. Qu'on ait au sein de l'ART un tribunal de conciliation pour gérer les différends. La désignation des deux représentants des consommateurs au conseil d'administration de l'ART. Les grévistes entendent aller jusqu'au bout de leurs revendications. Et nous sommes donc là de manière illimitée jusqu'à ce que nos revendications puissent trouver une suite favorable auprès des autorités. La suite du journal, Paul Biya abandonne ses troupes en plein conflit contre la secte islamiste Boko Haram. Eh bien, c'est pas moi qui le dis, plutôt les leaders de l'opposition camerounaise qui voient d'un très mauvais œil le départ du président de la République pour un court séjour privé. En Europe, des leaders de l'opposition camerounaise qui réagissent dans ce reportage d'Emos Fongor et Serge Alain Autou. Paul Biya, en court séjour privé en Europe, rien de surprenant depuis l'accession à la magistrature suprême du deuxième président du Cameroun en 1982. 11 mois que le pays est engagé dans la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Pour le premier président du Social Democratic Front, si la Constitution ne lui interdit pas les voyages, il n'en demeure pas moins que le moment est très mal choisi. Je pense qu'en tant que chef suprême des armées, il aurait dû rendre visite aux militaires camerounais au front. S'il a peur de voyager, c'est apparemment pas le cas puisqu'il va en avion à l'étranger. Il aurait au moins pu rendre visite aux malades blessés de guerre qui sont présents à la garnison militaire de Yaoundé. Mais nous voyons très bien qu'apparemment, il est revenu dans sa logique d'avant l'implication de la communauté internationale, c'est-à-dire de gérer le Cameroun par télécommande. Cyril Sambaka, vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, n'est pas choqué outre mesure. Les courts séjours privés rentrent dans les habitudes du président Biya. Les raisons sont probablement personnelles parce qu'on ne dit pas pourquoi, on parle de visite privée. Voilà, donc ce qui est embêtant, c'est que le peuple réclame le chef de l'État à l'extrême nord. Je crois que c'est là où se pose le problème. Mais il faut savoir que nous sommes en démocratie et que le président de la République a été élu et qu'il assume son mandat. Le peuple vote, le peuple contrôle, le peuple sanctionne. 11 mois déjà que le Cameroun combat la nébuleuse Boko Haram. Plusieurs Camerounais ont déjà payé de leur vie, civils et militaires confondus. D'autres, pour échapper aux attaques des hommes d'Aboubacar Shekau, ont dû quitter leurs habitations pour des camps de fortune. Le président du chef suprême des forces armées serait une source de motivation pour les soldats au front et de réconfort pour les populations du septentrion. Il s'agit pour ceux qui sont au front de savoir que leur chef suprême est avec eux, pense à eux, est venu voir comment, de quoi leur quotidien est fait, de venir voir la difficulté dans laquelle ils évoluent et surtout pour les populations locales durement affectées. Nous avons des problèmes de famine, nous avons des problèmes d'absence d'eau. Important, un voyage à l'extrême nord, mais seul le chef de l'État camerounais est maître de son agenda. On ne communique pas suffisamment. Et ça nous pose des problèmes parce que si on communiquait, on pourrait analyser valablement. Mais dans le cas d'espèce, on ne sait pas. Et il est difficile de se prononcer par rapport à un certain nombre de choses parce qu'il n'y a pas de communication. Alors on va finalement dire n'importe quoi parce qu'on n'en maîtrise pas les tenants et les aboutissants. 32 ans au pouvoir, 32 années de surprise. Une visite dans le septentrion, rendez-vous dans les jours qui vont suivre. Le retour du chef de l'État de son court séjour privé en Europe.
Eh bien, il faut dire à la suite de Serge Alaoutou que le court séjour privé du couple présidentiel en Europe a suscité des interrogations au sein de l'opinion et notre reporter Guy Zogo revient sur quelques-unes de ces interrogations dans ce reportage. Une fois de plus, un déplacement de Paul Biya à l'étranger fait jaser. En s'envolant en Europe pour un court séjour privé, selon la terminologie du cabinet civil de la présidence, alors que le pays doit faire face à Boko Haram, Paul Biya provoque forcément la polémique. Pour beaucoup, dont la presse, à travers Ouest Littoral et Le Messager, c'est une désertion du chef des armées ou encore le choix délibéré de se rendre dans son véritable pays qu'est la Suisse plutôt que le Cameroun. Pourtant, selon les pratiques généralement usitées dans les cercles politiques, des occasions comme la lutte contre Boko Haram offrent d'ordinaire un terreau fertile aux détenteurs du pouvoir pour jouer de concert avec le peuple sur la fibre sensible de la solidarité. Une tasse de thé qui n'est visiblement pas celle de Paul Biya, dont la distance, voire les absences lors des moments majeurs, ne cesse de détonner sur la scène politique nationale. Qu'il s'agisse du conflit de Bakassi ou encore de celui plus actuel contre Boko Haram, rien, mais alors rien ne parvient à contraindre le chef de l'État à s'adapter au calendrier qu'imposent les rites républicains, mais plutôt, seul importe son agenda. Déjà, au cours d'une cérémonie d'hommage à 37 soldats morts au front, voici quelques mois, à la stupeur générale, c'est Edgar Alain Mbengolo Mindef qui avait été commis à l'ouvrage. Un manquement qui venait s'ajouter à de nombreux autres, à l'image de son séjour à l'étranger en février 1998, qu'il n'avait daigné interrompre malgré plus de 300 morts lors de l'explosion des citernes à essence au quartier Nsam à Yaoundé. Paul Biya n'a certainement pas à s'inquiéter. Au sein de son parti, le RDPC, la moindre contestation de ses actes n'est depuis longtemps plus à l'ordre du jour. Quant à l'opposition, elle observe à fond ce spectacle. Et le Cameroun, lui, dit toujours aller de l'avant. En santé, les personnes vivant avec le VIH-Sida sont toujours victimes de discrimination au Cameroun. 81% d'entre eux ne prennent pas part aux manifestations publiques et même familiales. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport étude rendu public ce jour à Yaoundé. Le contenu de ce rapport nous est détaillé dans ce reportage de Joël Essengue et Yannick Bazois. Voici les résultats. Test positif, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La stigmatisation et la discrimination sont réelles dans notre société. Selon l'index de stigmatisation 2012-2013, 81% des personnes vivant avec le VIH-Sida sont exclues des activités familiales, 72% sont exclus des activités religieuses, 23% ont perdu leur emploi ou revenu. Les résultats de cette étude révèlent que la stigmatisation et la discrimination touchent plus sérieusement les femmes. 78% de femmes sont exclues des activités ou des manifestations sociales. 72% des femmes sont exclues des activités religieuses. Et pourtant, les personnes vivant avec le VIH-Sida sont des hommes et des femmes à part entière qui méritent le respect dû à tout un chacun. D'où cette campagne de communication de l'ACMS sous la coordination du Comité national de lutte contre le sida pour accompagner le gouvernement camerounais dans sa lutte contre la discrimination et la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH-Sida. La CMS ainsi a signé une convention de collaboration avec le réseau camerounais des associations des personnes vivant avec le VIH pour la mise en œuvre d'un paquet d'activités dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Une campagne qui a pour objectif de sensibiliser, informer et attirer l'attention des populations sur les attitudes et pratiques discriminatoires. Merci. Nous parlons à présent de la 30e édition de la Journée internationale de la femme qui se célèbre, comme vous le savez, chaque année le 8 mars prochain. Et dans le département du Vouri, il y a eu le lancement officiel
Les activités, c'était ce jour au parc Vita à Douala. Une cérémonie que présidait le préfet Paul Nasseri Beya, qui a par ailleurs invité les uns et les autres à tout mettre en œuvre dans la lutte contre les barrières et les pesanteurs socio-culturels qui empêchent la promotion effective de la femme. Cette année, le thème retenu pour les festivités est mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing au Cameroun, bilan et perspective. Je propose à présent de suivre la réaction du préfet du département du Vouri, Paul Nasseri Beya, et au micro d'Equinox Télévision. Je voudrais d'abord dire à toutes ces femmes de travailler et de bosser pour ne pas se plaindre, travailler pour rassembler toutes les femmes, travailler pour promouvoir l'égalité des hommes et des femmes et travailler aussi pour le bien-être de tout le monde. Eh bien, nous l'avons dit il y a quelques instants, le thème retenu pour la célébration de la 30e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun est mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing au Cameroun, bilan et perspective. Un thème retenu qui va donc mettre un accent sur 12 domaines de la réunion de Beijing tenue en 1995. Plus de précisions avec Sandine Babou. Cette année, le thème de la célébration de la 30e édition de la Journée internationale de la femme s'inscrit dans la logique du bilan de la 4e conférence mondiale sur les femmes de 1995. Il s'intitule « Mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing au Cameroun, bilan et perspective ». Il s'agit d'évaluer ce qui est déjà fait en faveur de la femme, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, de la lutte contre les violences, pour qu'on sache que les objectifs millénaires pour le développement ont été atteints. Mais également d'identifier de nouvelles stratégies en vue d'accélérer l'atteinte de l'égalité des sexes et de développement. Pendant cette conférence, il y avait 12 domaines critiques qui ont été adoptés. Et le Cameroun, faisant partie de cette conférence, avait également adopté ces résolutions. Et ces 12 domaines critiques, il était question que chaque pays devait aller mettre en pratique ces domaines et évaluer après chaque 5 ans. Nous sommes en train d'évaluer, nous sommes à la 20e année après la conférence de Beijing, donc Beijing plus 20. Qu'en est-il? 20 ans après l'adoption de la plateforme d'action de Beijing, les résultats sont plus ou moins appréciables, tant sur le plan institutionnel que dans les domaines de l'éducation, de la santé, de prise de décision, et ce, malgré les réalités socio-culturelles. Il y a des pratiques traditionnelles néfastes qui ne valorisent pas beaucoup la femme. Mariage précoce, mutilation génitale et autres, les risques même de veuvage. Il y a des stéréotypes qui restent. Il y a même l'image même de la femme qui n'est pas valorisée. Alors, il faudra que les femmes aussi apportent un peu du sien, c'est-à-dire qu'elles essaient de se mettre en valeur, de renforcer leurs capacités. Le 8 mars prochain, l'agent féminine va à nouveau mener le plaidoyer pour bâtir un partenariat avec les hommes pour la cohésion sociale et le développement durable. Eh bien, je signale que nous reviendrons de long en large sur le thème qui sous-tend dans les activités liées à la 30e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun dans la deuxième partie de ce journal avec le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral. Droit de la femme, la loi camerounaise encourage les injustices contre la gente féminine. Selon les juristes, le Code civil fait de l'homme le tuteur de la femme, mais également l'administrateur libre des biens du couple. Je propose leur réaction dans ce reportage de Jean Djonipek et Flore Tamko-Bensi. La femme est traitée comme un être de second rang dans la législation camerounaise. Les codes civils et pénals en vigueur octroient, par exemple dans le cadre d'un couple, tous les pouvoirs décisionnels à l'homme. Des juristes se fondent sur plusieurs dispositions légales pour soutenir cette position. Si on part peut-être de l'article 67 du Code civil qui parle du délai de viduité en cas de décès, la femme doit observer un délai de 300 jours avant un nouveau remariage. En ce qui concerne l'homme, lui n'a pas à observer ce délai. Si on part à l'article 506 du Code civil, le mari est comme ça là, tuteur de la femme.
Donc ça veut dire que le législateur camerounais croit que la femme camerounaise a quelque part des insuffisances physiques ou bien mentales. Et lorsqu'on revient encore dans le même code civil à l'article 1421 et 1428, ici le mari est l'administrateur légal de tous les biens communs du ménage, y compris également les biens personnels de sa femme. Donc la femme n'a pas la gestion de ses propres biens, encore moins les biens du ménage. Donc le mari, il a comme ça l'autonomie de la gestion de tous les biens du ménage. Il peut donc gérer ses biens à sa guise. Des féministes irritées parlent d'une loi camerounaise qui chosifie et infantilise la femme. Le constat d'adultère pour un homme, lorsqu'il commet un délit d'adultère, c'est assez difficile à établir. On doit le retrouver dans un même lieu avec la même femme et à des heures répétées plusieurs fois. Par contre, pour la femme, c'est un peu difficile. Il faudra que lorsqu'elle est aperçue avec un seul homme, on peut déjà faire un constat d'adultère. C'est un ensemble de tests comme ça là, qui rendent la femme subsidiaire, qui chosifient la femme dans le code civil et dans le code pénal. L'adoption comme loi du code de la famille dans les tiroirs de l'administration depuis plusieurs années est présentée comme la solution qui viendra réduire des injustices légales contre la femme. En attendant, l'agente féminine est invitée à plus de prudence dans son quotidien. La femme n'hérite jamais en pleine propriété, elle n'a qu'un droit d'usufruitier. Mais lorsqu'elle a pris un préalable, lorsqu'elle a pris d'abord une avant-garde de protéger ses biens par un contrat de mariage, bon, elle aura ses biens, elle aura la gestion de ses propres biens, ses biens propres. Parce qu'il faut distinguer le patrimoine conjugal et les biens propres de la femme mariée. Lorsque ces biens ont été inventoriés dans un contrat de mariage, ces biens n'entrent pas dans le patrimoine conjugal. Des femmes militent depuis de nombreuses années pour avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités que des hommes afin de mieux contribuer à l'essor de la société camerounaise. Lutte contre le désordre urbain dans la ville de Douala. Les tricycles sont catégorisés dans les fichiers des motos à 2 roues et bénéficient jusqu'à présent de la tolérance administrative. Ce sont là des explications du délégué départemental des transports pour le Vouri, au moment où plusieurs des conducteurs de ces engins ne comprennent pas toujours le pourquoi est-ce qu'ils sont amenés à payer des taxes dans la mesure où leur engin ne rentre pas dans la catégorie des engins à 2 roues. C'est dans ce reportage de Warren Zede et Oriol Choumi. 2 jours après le lancement par le préfet du Vouri de l'opération d'assainissement de la voie publique à Douala visant en particulier les tricycles, les chauffeurs de ces engins restent noirs de colère. Au marché Mbopi où nous les retrouvons en cet après-midi de lundi 2 mars, la conversation continue de graviter autour de cette opération. Mais plusieurs choisissent de ne pas s'exprimer à notre micro, disent-ils, en peur des représailles. Plus loin, vers Aqua, un chauffeur nous parle enfin. Comme l'impôt, la vignette, le stationnement, même l'assurance. Tout cas, quelqu'un peut donner son argent pour payer une moto, s'il peut être là des papiers, on l'arrête encore. C'est ça qui est trouvé un peu ridicule. Les précisions sont claires, tous ne comprennent pas pourquoi sont-ils soumis à des taxes financières si leur engin n'est pas réglementé. Pour être éclairé à ce sujet, nous faisons un détour à la délégation départementale des transports. Le délégué nous reçoit aussitôt et nous explique. Nous savons que les tricycles, ce n'est pas dans la réglementation, il n'y a pas encore de place, mais pour leur permettre de fonctionner, on les met pour l'instant dans la catégorie des motos. Il faut être détenteur d'un permis A. Il faut avoir sa carte grise légalement. Selon Marie-Delphine Fonriette, cette opération revêt une importance autant pour la sécurité de ses conducteurs que pour les usagers de la voie publique. S'ils n'ont pas de carte grise, nous leur demandons peut-être de se rapprocher auprès des concessionnaires qui leur ont vendu ces engins pour qu'ils prennent des documents nécessaires à l'établissement de la carte grise. Précision de dernière minute, même après avoir acquis tous les documents administratifs, ces tricycles restent à usage commercial ou privé et sont interdits au transport des personnes. Avant de parler de sport, signalons cet incendie survenu au centre artisanal de Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Un incendie dont les dégâts s'élèvent à un peu plus de 100 millions de francs CFA. Le court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Les précisions avec Amadou Daïrou et Julingue. Dans ce brasier disparaît ainsi 2 boutiques de l'édifice commercial du centre artisanal de Maroua. Le feu n'a rien épargné sur son passage. Tapis, meubles et autres objets d'art vendus dans ces échoppes.
Un coup dur pour les commerçants qui n'arrivent toujours pas à réaliser l'ampleur des dégâts. Je viens à 18h30, je trouve personne. Je m'arrête juste au cybercafé derrière là. 5-10 minutes après, j'essaye de voir un peu, il y a le feu qui commence là derrière. Je prends mon téléphone, j'appelle le sapeur-pompier, ça sonne, personne ne vient. Et c'est comme ça que le bâtiment là a commencé de prendre feu. Parce que le bâtiment, si c'est une vie, au moins, c'est quelque chose au moins de 50 ans de vie qui est parti en l'air comme ça. Là. Des sources évoquent la thèse d'un court-circuit. L'intervention des soldats de feu a permis de stopper la propagation des flammes. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, accompagné du préfet du Diamari, sont descendus sur les lieux. Pour Midi Yawa Bakari, même si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, il faudrait que les commerçants de cet espace marchand mettent un terme au branchement anarchique du courant électrique. Les dégâts matériels s'évaluent à environ 100 millions de francs CFA. En sport, il faut noter que le colonel Ahmad Kalkaba Malboum rempile à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme. Il a été réélu ce jour à ce poste au cours d'une élection. Eh bien, cette élection survient au moment où l'on note encore des inimitiés entre le Comité national olympique et sportif camerounais qu'il dirige et le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Éric Martial Ndjoumou. Lors d'une sortie médiatique en fin de semaine dernière, Ahmad Kalkaba Malboum, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, avait relevé et décrié l'échec cuisant du comité de normalisation. Pour lui, les membres devaient tout simplement être remplacés du fait de leur incompétence. Cette position de Kalkaba Malboum contraste drastiquement avec celle de la FIFA, qui dans toutes ses correspondances à l'endroit du Cameroun ne manque pas de relever le bon travail abattu par le comité de normalisation de la FECAFOOT. C'est dans cette logique que réunis à Yaoundé vendredi dernier, 9 des 11 membres du comité de normalisation ont adopté 2 résolutions, dont l'une appelle les autorités camerounaises à redéfinir le rôle du comité national olympique et sportif du Cameroun et de sa chambre de conciliation et d'arbitrage. Un aveu d'impuissance de Joseph Owona et de ses pairs vis-à-vis de ces 2 entités liées, mais surtout l'expression par le professeur d'un sentiment de frustration traduit selon la FECAFOOT par la partialité des décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. La quasi-totalité des affaires soumises au jugement de l'institution impliquant la FECAFOOT a vu les verdicts rendus contre Owona et ses hommes. Une situation qui avait poussé l'Assemblée de la FECAFOOT d'août 2014 à adopter parmi les textes un article portant création du tribunal arbitral du football. Ainsi, tout litige en matière de football devait être porté à l'appréciation de cette instance juridictionnelle et en cas de verdict non satisfaisant pour l'une des parties, le plaignant et l'accusé donc comme un accord pouvait se référer à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. En attendant une réaction des autorités sur la redéfinition demandée du rôle du Comité national olympique et sportif du Cameroun et de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, l'entourage de Joseph Owona s'interroge sur la longévité de Kalkaba Malboum à la tête du Comité national olympique et sportif et surtout la multiplicité de casquettes de ce dernier sans qu'il n'y ait, selon ses proches de Joseph Owona, des résultats probants pour l'avancée du sport camerounais. D'où la conclusion, selon ces derniers, à un acharnement de Kalkaba Malboum sur Joseph Owona. Je vous invite à présent à vous joindre à nous dans quelques poussières de secondes et nous allons parler du thème retenu pour la 30e édition de la Journée internationale de la femme qui se célèbre le 8 mars prochain. A tout de suite. Mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing au Cameroun, bilan et perspective, c'est donc le thème retenu dans le cadre des célébrations liées à la 30e édition de la Journée internationale de la femme. Pour ce qui est du Cameroun, et pour en parler, nous recevons la déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral, la promotion de la femme et de la famille pour le littoral, Elisabeth Lafortune Makota. Bonsoir madame. Bonsoir Etienne Pascal. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir une appréciation de ce thème qui a été retenu par rapport à cette célébration? Qu'est-ce qui, d'après vous, aurait motivé, du moins l'autorité administrative, à choisir comme thème mise en œuvre le 30e de la plateforme d'action de Beijing au Cameroun?
Oui, merci. C'est vrai, c'est un thème assez complexe pour la population en général, mais qui est assez intéressant parce qu'il regroupe beaucoup de problèmes. Il regroupe à son sein un large éventail de débats, un large éventail de thématiques qui peuvent être discutées et qui peuvent être mises à la disposition des femmes en termes d'information et de formation. Alors, qu'est-ce qui a motivé le Cameroun pour le choix de ce thème? Vous savez qu'à chaque édition du 8 mars, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour choisir le thème et s'aligne à ce thème, bien sûr, quelquefois en le contextualisant. Mais cette année, le choix a été motivé par l'actualité de l'heure. Vous savez, la plateforme a été élaborée en 1995. Nous en sommes à la 20e année, l'évaluation de Bédine plus 20 et également l'agenda post-2015, notamment l'évaluation des OMD. Et tout cela a donc amené notre pays, notamment le MINPROF, à choisir cette thématique-là pour permettre aussi à toute la population camerounaise d'être au parfum de ce qui s'était passé à Bédine il y a 20 ans. Voilà, 20 ans, comme vous venez de le dire, ça fait quand même long. Est-ce que 20 ans plus tard, les uns et les autres devront encore se rappeler de tout ce qui a été dit? Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que c'est un peu tard, que cette évaluation serait survenue un peu plus tôt? Ok, je voudrais rappeler que depuis 1995, il y a eu 3 évaluations. Les évaluations se font tous les 5 ans. Il y a eu la première évaluation en 1999, la deuxième en 2004 et la troisième en 2009. Nous en sommes donc à la 4e évaluation, donc 5 ans après la 3e. Et il y a eu bien sûr à chaque évaluation un bilan qui a été fait, notamment en termes d'état d'avancement. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer les 12 points qui avaient été identifiés? Quels sont les obstacles? Quelle stratégie mettre en place pour améliorer ce qui n'a pas marché? Et je pense qu'à cette 20e édition, c'est le même travail qui va être fait en termes de bilan depuis 20 ans. Et c'est-à-dire voir déjà avec les 3 premières évaluations qui ont été faites et voir en termes de perspective, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour permettre que ces objectifs-là soient atteints de manière concrète. Alors parlons justement de ces 12 domaines critiques qui rentrent dans cette plateforme de Bédine en 1995. Il y en a combien qui intéressent davantage ou alors qui interpellent davantage la femme camerounaise, d'après vous? Je pense que les 12 points interpellent la femme camerounaise actuellement parce que lorsqu'on parle de lutter contre la pauvreté croissante des femmes, vous conviendrez avec moi que la femme camerounaise est interpellée. Lorsqu'on parle de l'égal accès à l'éducation et à la formation, la femme est toujours concernée, notamment la jeune fille. Lorsqu'on parle de lutter contre les violences des femmes, vous savez que la femme reste toujours concernée. Lorsqu'on parle des effets des conflits armés sur la femme, et avec l'actualité de l'heure, elle reste toujours concernée. Et si nous évoluons jusqu'au 12e point, vous verrez que la femme reste concernée à tous les points. Alors, quel est le bilan qu'on peut donc faire par rapport à tous ces différents points? Ou est-ce que des améliorations ont été faites? D'après vous, en ce qui concerne, est-ce l'éducation de la jeune fille? Est-ce les violences faites aux femmes? Quel est le constat qu'on peut faire? Bon, il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment en termes de la scolarisation de la petite fille, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés dans ce domaine-là. La petite fille était discriminée par rapport aux garçons quant à la scolarisation. Au regard des programmes qui ont été mis en place, on note un réel engouement. Les statistiques ont largement évolué à ce niveau-là et on peut dire qu'il y a eu une nette amélioration. Au niveau également de la promotion des mécanismes d'institutionnalisation pour la promotion de la femme, il y a une amélioration. Au niveau aussi de la prise de décision, il y a une amélioration, bien que des efforts restent encore à fournir. Et également, dans le domaine du plaidoyer, du partage du pouvoir et de l'accès des femmes aux soins de santé, il y a également quelques améliorations. Mais tout compte fait, c'est un travail de longue haleine. Il y a des efforts à fournir à tous les niveaux.
parce que lorsqu'on parle de promotion de la femme, il ne s'agit pas d'interpeller la femme uniquement, il faut interpeller tous les acteurs de la société, notamment les hommes, les femmes, pour qu'ensemble ces problèmes puissent être enrayés. Alors, vous étiez en train de parler comme ça de façon globale. Maintenant, vous êtes à la tête d'une région, la région du littoral. Et est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont véritablement intéressées par toutes ces activités qui sont menées autour de la célébration de la fête, la journée qui leur est consacrée? Parce que le constat qui a été fait le suivant, les femmes s'intéressent davantage aux activités ludiques, mais également au pagne qui est parfois dédié à cette journée. Quel est le constat que vous faites en ce qui concerne les femmes de la région du littoral? Elles s'y intéressent? Bon, c'est vrai qu'il y a un intérêt particulier par rapport au pagne, parce que c'est d'abord un symbole de regroupement, un symbole de mobilisation derrière une thématique, derrière un problème, mais vous n'avez qu'à faire le tour des entreprises, des structures administratives, et vous verrez qu'à chaque fois, il y a un programme pour la semaine du 8 mars qui a été établi, programme au cours de laquelle il y a une table ronde ou une conférence a été prévue pour discuter de l'une des thématiques du thème retenu cette année. Oui, là, c'est ce qui concerne, Madame le délégué, en ce qui concerne juste les femmes qui habitent les zones urbaines. Qu'en est-il des femmes qui sont dans les zones reculées? Est-ce qu'elles davantage se sentent aussi concernées? Je vais peut-être vous surprendre, je vais peut-être vous surprendre parce que avant-hier encore, ma déléguée départementale me disait qu'elle a été interpellée dans son village par les femmes de son village en plein Gambie, zone rurale, pour parler du thème du 8 mars. Et je vous dirai la même chose parce que hier encore, de mon village, ma belle-mère m'a appelé pour me demander quel était le thème du 8 mars et par téléphone nous avons communiqué. Vous avez demandé le pagne? Non, pas du tout, parce que je m'attendais à ce qu'elle me demande d'abord le pagne, mais elle m'a demandé ce quoi portait le 8 mars. Et je lui ai donné le thème et au téléphone, j'ai pris le temps de lui expliquer exactement de quoi il en est pour qu'elle aille également expliquer aux autres femmes de la communauté. Mais le constat est quand même fait, Madame le délégué, malgré tous ces efforts, que la grande majorité de la gente féminine reste totalement en marge de toutes les activités qui sont menées autour de la journée internationale de la femme, ce qui m'amène à vous interpeller sur les mécanismes institutionnels de la promotion de la femme. Vous avez d'ailleurs fait mention il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut en parler? Il s'agit, quels sont ces mécanismes qui sont mis en place pour la promotion de la femme? Bon, je ne pense pas que les femmes ne se sentent pas concernées, parce qu'il y a un réel engouement. Je vous assure que nous ne vivons pas pendant la semaine du 8 mars. Nous sommes bousculés par toutes les femmes, quel que soit le niveau. Et parlant des mécanismes institutionnels, vous avez déjà tout un département ministériel qui a été mis en place pour la promotion de la femme, qui est représenté dans tous les domaines. Nous avons des délégations au niveau des régions, des services déconcentrés, et il faut relever que notre ministère est un ministère transversal. C'est pour cela qu'au niveau de toutes les structures, nous avons des points focaux genre, qui nous permettent également de mettre en place, de mettre en œuvre certaines de nos politiques au sein de leur administration. Et cela va jusqu'aux administrations privées, au sein même des associations de femmes qui constituent également des relais pour opérationnaliser la politique mise en place. Merci Madame le déléguée régionale à la promotion de la femme et de la famille pour le littoral, Isabelle Lafortune Makota, d'avoir répondu à cette invitation. Merci Étienne Pascal pour m'avoir invité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été en notre compagnie. Nous espérons que vous serez davantage nombreux demain lorsqu'il sera 20h. Mais d'ici là, restez sur Equinox Télévision car nos programmes se poursuivent. Bonsoir.